Bonjour, nous sommes le jeudi 15 janvier 2015 et je voudrais vous parler de l'astrologie, mais cette fois-ci, comment doit-on parler de l'astrologie? Ou plus exactement, comment ne doit-on pas en parler? Qu'est-ce qui est contre-productif quand on parle de l'astrologie? Certaines personnes croient bien faire en présentant l'astrologie sous un certain angle, et en réalité, ça n'est pas heureux. Pas forcément les solutions les plus évidentes qui sont les meilleures. Il vaut parfois mieux aller de l'avant et parier sur le développement des sciences que d'ancrer l'astrologie sur des savoirs figés et dépassés, ou dépassables. Le rapport entre astrologie et science, par exemple, le rapport entre astrologie et astronomie fait l'objet actuellement d'un débat que j'ai mis en avant, à savoir que l'astrologie n'a pas, je prends le contre-pied des travaux d'un certain chercheur comme Jean-Pierre Nicolas, qui écrivait il y a 50 ans une certaine idée de l'astrologie moderne, que j'ai bien connue, qui est toujours en vie, que j'ai filmé sur notre chaîne, qui a maintenant, donc, il a maintenant plus de 80 ans. Et je dis que l'astrologie n'est pas un commentaire de l'astronomie, que l'astrologie n'est pas un déchiffrage de l'astronomie, que l'astrologie est une instrumentalisation de l'astronomie, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'elle prend de l'astronomie certaines choses, sans prétendre en aucune façon euh, déterminer ce que sont ces choses-là en elles-mêmes, ce que sont les astres en eux-mêmes, mais seulement ce qu'on veut qu'ils soient. Ça peut paraître paradoxal, parce que moi-même, souvent, j'insiste sur l'importance qu'il y a à connaître les choses en elles-mêmes. C'est une situation un peu délicate à exposer. Voyez-vous ? Quand un savoir a perdu ses clés, il faut découvrir ses clés. Il faut découvrir comment il est devenu. Il faut savoir ce qu'il est devenu. De même que l'autre jour, je disais dans un café philo que l'inné est lui-même une accumulation d'acquis antérieurs qu'il est difficile parfois de circonscrire. Donc il y a ces deux approches, ces deux méthodes. Il y a d'une part comprendre comment l'astrologie a été créée, et deuxièmement, comment déchiffrer cette astrologie. C'est pas du tout la même chose. C'est comme la différence entre, par exemple, dans le cas de ma musique par exemple, comment ma musique est produite, et ensuite essayer de comprendre les lois qui la structurent, qui ne sont pas forcément des lois dont j'étais conscient au départ. Il y a un regard a posteriori qui est une chose, et puis il y a la réflexion sur les conditions qui ont donné naissance à la chose en elle-même. C'est pas pareil. Donc nous sommes obligés d'avoir ces deux approches. On peut très bien avoir une approche historique qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que c'est devenu, et puis aussi une approche structurelle qui consiste à comprendre comment ça a été mis en place. L'astrologie, selon moi, est née d'une construction biotechnologique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fonctionne que parce que c'est une machine. Nous sommes organisés au sein d'une machine. Nous sommes prisonniers d'une machine. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, comment je suis arrivé à comprendre cela, je l'ai compris en analysant, et non pas en projetant mes propres fantasmes sur l'astrologie, voyez-vous. Donc à la fois, j'essaie de comprendre ce qu'est l'astrologie en elle-même, et en même temps, je reconnais qu'au début, l'astrologie n'était pas de l'ordre de la science, elle était de l'ordre d'une projection sur le monde. Donc je comprends à la fois qu'on puisse projeter
des choses sur le monde, mais à la fois qu'on essaie de comprendre ce que sont les choses en soi. Ce sont deux approches croisées, que tout le monde n'a pas. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. L'astrologie n'est pas née de la science, mais il y a une approche scientifique de ce qu'est devenue l'astrologie. De même qu'on peut très bien étudier une machine scientifiquement, tout en sachant que cette machine, elle est une fabrication, elle est un artefact. L'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours étudier scientifiquement un objet quel qu'il soit, ça ne veut pas dire que cet objet ne soit pas artificiel. Sur ce point, je dirais d'ailleurs que la dialectique entre l'inné et l'acquis est intéressante parce que certaines personnes ont le plus grand mal à imaginer l'inné, à imaginer ce que sont les choses en soi et à le découvrir. Donc ils ne sont que dans un processus de voilà ce que ça devrait être, donc d'instrumentalisation. Eh bien, là, nous avons une dualité qui est un peu cerveau droit, cerveau gauche. Nous avons une dualité yin-yang. Il faut à la fois être capable de comprendre que l'homme crée des choses, ex nihilo quasiment. Il utilise du matériau, mais il en fait ce qu'il veut. Et à la fois, une fois qu'il a créé quelque chose, pour savoir ce qu'il a créé, il faut avoir une approche pour comprendre ce qu'il en est en soi. Et pour reconstituer éventuellement une machine qui se serait en quelque sorte détraquée, qui aurait perdu des pièces, etc., etc. Donc il faut avoir une approche à la fois volontariste, comprendre que l'homme a créé des choses, a inventé des choses, a instauré des choses, et donc effectivement il a un acte volontaire qui n'est pas forcément lié au respect des choses en elles-mêmes, mais après, nous, venant plus tard, il nous faut comprendre ce qui a été créé. Donc pas du tout avec la même démarche que celle qui a contribué à la création de que nous étudions. Donc, à partir du moment où nous avons cette position duelle, une double épistémologie, une double méthodologie, nous pouvons instaurer un discours sur l'astrologie. Maintenant, quelle astrologie? Alors, on revient sur cette question. Sous le signifiant astrologie, on peut mettre, et on a mis les choses les plus invraisemblables, et tout ce qu'on a stocké dans le réservoir qui a pour nom astrologie ne constitue pas un ensemble nécessairement homogène. Hein? Et parce que l'autre jour, quelqu'un me disait « Ah oui, mais en astrologie, vous faites ceci, en astrologie, vous faites cela. » Je lui ai dit « Non, il se trouve qu'on a mis ça, on a mis l'air du Verseau dans la corbeille de l'astrologie, mais on n'est pas obligé de la prendre, sous prétexte qu'elle est dans la corbeille de l'astrologie. » Donc, si vous voulez, c'est un petit peu cette démarche qui est un peu pénible. Certaines personnes qui sont convaincues que puisqu'on utilise le même signifiant, le même mot, pour désigner telle et telle et telle chose, ça veut dire que ces choses elles-mêmes sont liées. Non, elles sont liées par le biais du signifiant, mais elles ne sont pas, même pas en tant que signifiant, elles ne sont pas forcément liées entre elles. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler des frères de lait. Ils sont liés parce qu'ils sont nourris à la même mamelle, mais ils ne sont pas des mêmes parents, par exemple. On est constamment dans ce genre-là, c'est pour Dieu c'est pareil. Constamment avec d'une simplification en disant voilà, puisque c'est le même mot, les choses qui sont désignées par le même mot sont pareilles, sont comparables. Non. Donc, instrumentalisation, l'astrologie n'est pas un discours sur l'astronomie, l'astrologie n'exige pas une connaissance totale de l'astronomie d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Non. L'astrologie s'est constituée avec quelques données astronomiques très très limitées, très limitée non seulement parce que la connaissance à l'époque était limitée, mais limitée parce que tout simplement, même cette connaissance, il fallait encore ne pas l'utiliser intégralement. Donc on s'est polarisé sur Saturne, sur uniquement Saturne, on s'est polarisé uniquement sur les étoiles fixes royales, et le reste, on l'a laissé de côté. Maintenant, il y a des choses qui se sont rajoutées dans la corbeille astrologique. À commencer par des formes de divination consistant à déterminer, d'après l'étude des astres, à quoi ressemblerait le nouveau-né à venir. À venir. Attention, j'insiste bien sur ce point. J'ai montré dans ma relecture de la Tétrabible que la Tétrabible était un traité, au départ, dans son premier livre notamment, consacré à deviner
à quoi ressemblerait l'enfant qui est un être. Donc c'est une astrologie prénatale, c'est pas une astrologie génétique. On me dirait, ben, comment on faisait le thème? Ça, j'en sais rien. Alors là, effectivement, il y a un mystère. Je ne suis même pas sûr que ce soit clairement dit dans la Tétrabib, mais pourtant, c'est quand même comme ça. On ne peut pas faire des travaux pour expliquer à quoi ressemblera le nez si ça n'est pas pour prévoir quelque chose qui n'est pas encore connu. À quoi sert-il de faire de l'astrologie pour savoir quelque chose que je sais déjà? Donc, il est visible qu'il devait y avoir, par exemple, une forme d'astrologie horaire, une forme de divination, permettre que les parents attendant l'enfant mettaient en œuvre, allaient consulter à ce sujet. On devait faire une astrologie horaire parce qu'on ne pouvait pas faire une astrologie de la conception, ça me paraît difficile. Alors en plus, chez Ptolémée, on calcule la conception à partir de la naissance, donc c'est pas non plus très clair. Mais on devait faire une forme d'astrologie horaire pour savoir à quoi ressemblerait le nez. Une sorte d'échographie de l'époque, en quelque sorte. Et donc, cette astrologie-là, elle a qu'un intérêt très limité. D'ailleurs, aujourd'hui, peu d'astrologues se hasarderaient à faire un thème astral, un thème horaire, au moment de la consultation, d'une mère qui attend un enfant dans 6 mois, et se hasarderait à décrire cet enfant. C'est beaucoup plus commode d'utiliser l'astrologie pour justifier ce qu'on sait déjà. Mais c'est pas l'enjeu de l'astrologie. L'astrologie, même la divination, n'est pas là pour justifier ce qu'on sait déjà. Elle est là pour nous annoncer des choses qu'on ne sait pas encore. C'est sa seule justification d'ailleurs. Donc, il y a dans la corbeille astrologique des tas de choses qui se sont rajoutées. Je vous renvoie d'ailleurs à mon livre, à mon article que j'ai fait il y a déjà 20 ans et qui est toujours en ligne, et toujours dans l'encyclopédie universaliste sur l'astrologie. Je crois qu'il y a des choses, je ne dirai peut-être pas les choses exactement de la même façon aujourd'hui, je vous rassure tout de suite, mais vous pouvez quand même y trouver quelque chose. Donc, des rajouts, il y a eu des tas. Par exemple, à un moment donné, l'astrologie s'est trouvée obligée par l'influence des astronomes eux-mêmes. N'oublions pas que Ptolémée était à la fois astrologue et astronome, comme bien d'autres, d'ailleurs, comme Kepler par la suite, et que ces braves astronomes, qui étaient aussi astrologues et qui se mêlaient d'astrologie, ont cru bon de rajouter dans l'astrologie des données astronomiques qui manquaient, entre guillemets, qui seraient supposées avoir manqué, et on arrive comme ça à des choses des choses monstrueuses, comme celles qu'on trouve dans Ptolémée d'ailleurs, les doubles domiciles, où les 7 planètes sont réparties entre les 12 signes, etc. Donc ça, c'est au nom d'une sorte d'orthodoxie astronomique qui a été mise en place et qui est venue complètement fausser, polluer l'astrologie d'origine. Donc, il faut avoir une approche génétique de l'astrologie. Et d'une part, donc il faut bien comprendre que tout ce qui est rentré dans la littérature astrologique, dans le corpus astrologique, dans le canon astrologique, n'est pas forcément à conserver. Et deuxièmement, deuxième fausse piste, tout ce qui existe astronomiquement ne fait pas nécessairement référence pour l'astrologie non plus. Voilà, donc les deux grandes voies de l'astrologie actuelle, celle qui veut entériner toute une tradition littéraire, l'autre qui veut entériner une astrologie directement branchée sur l'astronomie, ces deux voies, pour moi, sont caduques, l'une comme l'autre. Ma voie est une voie technologique. Alors celle-là n'est pas non plus facile à gérer, je reconnais. Et technologique, ça veut dire qu'en fin de compte, on pourrait dire que ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui ont créé ce système. Et comme je suis d'origine juive et que je suis un grand lecteur de la Genèse, et que je suis aussi un grand lecteur de notre regretté Jean Sendy, S-E-N-D-Y, les cahiers clés de la Lune, les cahiers, je ne sais pas comment ça, clés de la Lune, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, je considère qu'effectivement, le récit de la Genèse nous parle de Dieu, mais pas des dieux au sens de ceux qui ont créé l'univers, mais de dieux beaucoup plus tardifs, parce que pour moi, le judaïsme, ce n'est pas le Dieu de la création. Hein,
Je crois qu'il y a là une grande confusion dans le discours biblique entre le mot Dieu qu'on utilise à des sauces complètement différentes. Hein. Il y a le Dieu qui, je suis désolé de parler de religion, mais pour moi, la religion, elle est porteuse, est un moyen d'appréhender l'origine des choses. Il y a le Dieu architecte de l'univers, hein, le Dieu Big Bang, par exemple. Et puis il y a d'autres dieux qui viennent beaucoup plus tard, et qui eux-mêmes vont devoir gérer cette création dont ils ne sont pas les créateurs nécessairement. N'est-ce pas? Et ces dieux-là, ces Elohim, qui ne sont pas les dieux créateurs, mais qui sont les dieux qui créent. Alors, qui crée l'homme à leur image, peut-être, oui, pourquoi pas. Mais ce Dieu qui crée l'homme à son image, qui le crée d'ailleurs androgyne, confère le chapitre 1 de la Genèse, selon du moins ma lecture à moi, c'est là, ce n'est pas le Dieu qui a créé l'univers, c'est-à-dire qui est, à mon avis, un Dieu totalement mythique, hein, au sens du mot mythique, c'est-à-dire un imaginaire essayant de reconstituer un certain passé, comme aujourd'hui on essaie de parler du Big Bang. Ça ne va pas plus loin. Ce Dieu initial, c'est un Big Bang archaïque. Bon. Ce ne sont pas ces dieux-là qui nous intéressent. D'ailleurs, ces dieux-là, on ne les connaît pas. On ne les connaît qu'à travers leurs œuvres et on fait des suppositions. En revanche, les autres dieux qui sont eux-mêmes créés par ces dieux, entre guillemets, qui émanent de cet univers qui se développe par lui-même, ce sont ces dieux-là qui nous intéressent. Ce sont des dieux qui sont déjà humains, qui sont déjà, en quelque sorte, qui ont déjà fait tout un processus. Et ces dieux-là vont créer l'homme à leur image, et vont aussi l'instaurer au sein d'une systémique s'appuyant sur certaines configurations astrales que j'ai déjà décrites, n'est-ce pas? C'est-à-dire le rapport entre Saturne et les 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalo. Et ils nous ont embarqués dans cette espèce de processus technologique qui nous fait passer par des cycles et qui fait que nous sommes quelque part des machines, des biomachines. Et comme nous sommes des biomachines, nous n'obéissons pas aux lois de la science. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, nous obéissons à une mécanique particulière. On parle, c'est vrai, de la mécanique céleste, si on veut. C'est-à-dire que nous obéissons. Et quand je dis les lois de la science, je m'entends, là encore, il faudrait discuter. Si je dis par exemple que je m'intéresse au rapport de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, vous me direz, mais ça c'est de l'astronomie. Non, ce n'est pas d'astronomie, c'est là aussi, c'est une question de vocabulaire, il faut parler calmement sur ces questions-là. C'est de l'astronomie, puisque je me sers de données astronomiques. Mais c'est pas plus de l'astronomie que le type qui prend un morceau de bois et qui le sculpte. Hein? Alors on va dire, ah ben oui, mais cette sculpture, elle est déjà là, ou je sais pas quoi, n'importe quelle connerie de ce genre. Non. Alors, donc effectivement, ça se sert de l'astronomie, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas de l'astronomie en soi, puisque les lois astronomiques ne parlent pas de ces configurations. Ce sont des configurations qu'on a instaurées comme ça, en dépit de tout ce qu'on peut savoir sur les astres. La seule chose, c'est qu'on sait qu'on peut les voir, qu'on peut voir ces configurations, qu'on sait comment calculer leur vitesse de révolution, qu'on sait quand certaines configurations se produisent. Basta. Vous avez appelé ça de l'astronomie? Oui, c'est une façon de parler. C'est de l'astronomie appliquée. C'est de l'astronomie récupérée pour les besoins de l'organisation politique, de la société, de la cité, etc. Mais c'est tout. Donc là aussi, n'abusons pas du mot astronomie, ne mélangeons pas sous le nom astronomie des choses complètement différentes, comme nous n'abusons pas du fait que sous le mot astrologie, il y a des choses extrêmement différentes. Il ne faut pas mélanger. C'est pour ça qu'il est très important de bien maîtriser la notion de contenant et de contenu et de signifiant et signifié, parce qu'elle pourrit tout si on ne comprend pas. Il faut bien savoir qu'une des causes majeures de la confusion que nous avons entre nous les uns et les autres, c'est que nous croyons que parce que nous utilisons le même mot pour désigner des choses A, B, C, D, ces choses A, B, C, D sont liées entre elles. Elles ne sont pas liées entre elles.
véritablement. Et la plupart des confusions sont dues à cette espèce d'amalgame. Tout ce qui s'appelle Dieu ne fait qu'un seul Dieu, tout ce qui s'appelle science ne fait qu'une seule science, tout ce qui s'appelle astrologie, c'est l'astrologie, tout ce qui s'appelle astronomie, c'est l'astronomie, etc. Tout ça, il faut arrêter. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, c'est-à-dire que je voulais vous dire qu'effectivement, il y a une nouvelle façon de parler d'astrologie qui devrait rencontrer plus de succès. Pourquoi ? Parce que, aussi, il ne s'agit plus de dire que l'astrologie, il faut des années pour apprendre l'astrologie. Il ne s'agit plus de défendre une corporation qui aurait seule la capacité de se servir de l'astrologie. D'ailleurs, le mot astrologue lui-même, encore une fois, c'est encore un mot valise. C'est un mot qu'on peut utiliser avec des contenus totalement différents. Là encore, voyez-vous, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Il y a des termes qui sont utilisés, qui recouvrent des réalités très différentes, et qui ont une certaine ressemblance entre eux, bien entendu. C'est pas quand même par hasard qu'on les a mis ensemble, mais ça va pas plus loin. C'est le problème du syncrétisme. Donc, on abandonne, avec l'astrologie que je défends, le thème natal, on abandonne l'approche individuelle, on a des rendez-vous cosmiques tous les 3 ans et demi. Donc vous voyez bien que c'est très facile à mettre sur une sorte de grande page, de grands tableaux, comme ça. Voilà. Ce tableau, vous pouvez faire ce tableau sur un siècle ou sur 50 ans, tous les 3 ans et demi, hein, ça fait à peu près, sur 50 ans, ça fait à peu près une quinzaine de dates. Bon. Et puis vous avez ça qui est dans votre cabinet, voilà. Et puis voilà, on commente, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à telle date, etc. En sachant que donc il y a plus donc ça, n'importe quel imbécile peut se servir de ce tableau, puisque l'interprétation elle est à la fois très simple et très complexe. Elle est très simple dans sa formulation, et évidemment il faut l'appliquer, il faut l'inscrire dans la réalité des gens qui viennent vous voir, dans la réalité de la vie politique, etc. Parce que le paradoxe, vous allez me dire, vous allez me dire que l'astrologie n'est pas individuelle et vous parlez d'astrologie de consultation individuelle. Absolument, ça n'est pas absurde du tout. Pourquoi ? Parce que c'est comme ce que fait Freud. Est-ce que Freud a élaboré une théorie de l'individu ? Non. Il a élaboré une théorie de l'être humain. Le complexe d'Oedipe, c'est quelque chose par lequel tout le monde doit passer, quelque part. Eh bien, c'est pareil. Maintenant, à partir de là, à partir de ce modèle général, comme en psychanalyse, eh bien, on étudie chaque cas particulier, avec son vécu particulier. Le fait de disposer d'un modèle unique n'empêche absolument pas d'appréhender l'unicité de chaque individu. Voilà donc les changements que je propose et l'exposition nouvelle que je propose, et donc la formation que je propose, elle est relativement simple, mais elle peut aussi passer par des grandes... Alors aussi un dernier détail, il n'est plus question de faire une seule consultation, il est souhaitable d'étudier avec la personne, par exemple, 2 ou 3 cycles de 7 ans, par exemple, de façon à ce qu'elle décode, qu'elle déchiffre ce qui lui est arrivé, les problématiques qui lui sont arrivées, et le fait que ces problématiques, elles reviennent. C'est la fameuse théorie des retours et des recommencements de scénario, et savoir comment, à l'avenir, éventuellement, être mieux préparé pour les mêmes échéances que celles qu'on a passées dans le passé, et d'en tirer les leçons. Voyez-vous ? Donc non seulement les gens passent par les mêmes phases, au même moment, mais ils repassent eux-mêmes dans leur propre vie par les mêmes phases. Donc on a une homogénéité spatio-temporelle remarquable, avec toujours, bien entendu, une diversité de traductions, une diversité de vécus qui n'empêche pas l'unicité du modèle. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.